Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et voilà, on se retrouve porte de Versailles à Paris où nous sommes en direct jusqu'à 16h. Nous sommes bien entendu sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers. Vous commencez à en avoir l'habitude et depuis ce matin justement plein phare sur les sociétés d'autoroutes. Et tout de suite nous allons évoquer le comportement des usagers à travers une étude liée à la sécurité routière. Au mondial cette année, le pavillon 8 accueille l'exposition spéciale. Cette année, elle est consacrée à la publicité. Laurent Hériou, historien et commissaire de l'exposition. Alors dans ce hall, on a voulu retracer un peu l'histoire de l'aventure automobile à travers la publicité. Donc on va présenter un certain nombre de véhicules grâce aux constructeurs qui ont bien voulu participer à cette exposition et qui illustrent les campagnes. Ils ont choisi parmi leur histoire de prendre des campagnes qui ont marqué leur époque, certains de leurs modèles, et on va donc les présenter en 3 dimensions avec une affiche, donc un visuel en impression numérique ou pour la première fois dans l'histoire des expositions spéciales, des films. Et alors on voit des voitures, là à côté de moi je vois une Citroënette, il y a vraiment des voitures qu'on voit pas tous les jours. Nous sommes quand même dans un pavillon à caractère historique. C'est vrai que la Citroënette dont vous parlez, c'est un des précurseurs, si ce n'est le précurseur de la promotion, de la communication que fut André Citroën, puisque dès leur plus jeune âge, ils s'adressent à ceux qui seront un jour ses futurs clients, en tout cas ils l'espèrent, et en citant cette phrase célèbre, papa, maman, Citroën. Voilà, donc la Citroënette est une petite voiture à pédales. Alors au total, 50 véhicules sont présentés comme la Peugeot Type 15 de 1897 ou encore la F1 Renault de Jean-Pierre Jabouille. Et tout de suite, je reçois Pascal Contremoulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sécurité pour SANEF et nous allons évoquer avec vous la sécurité routière sur votre réseau et notamment une étude comportementale des usagers qui s'est faite sur l'autoroute A13 et dont les résultats ont été rendus publics. C'était juste avant l'été. Alors c'est une étude très originale puisque c'est la première fois, je crois, que ce type d'étude était faite sur autoroute. Oui, c'est la première fois que ce type d'étude de comportement est faite sur autoroute. C'est une étude qu'on peut considérer comme scientifique. On s'est appuyé sur les réseaux de l'État, le CT, pour nous aider à mettre en place les indicateurs. Et on a fait 4 observations principales. L'occupation des voies, c'est-à-dire où roulent les conducteurs sur les voies, surtout quand il y a 3 voies. Les interdistances, l'usage du clignotant. Et puis, dernière observation, les vitesses pratiquées. Alors, comment se sont faites ces observations ? Alors, pour faire ces observations, nous avons choisi une zone la plus neutre possible, en race campagne. C'est une zone à 3 voies avec un taux de poids lourd qui est équivalent à ce qui se passe sur l'ensemble des autoroutes françaises. Sur l'autoroute A13 ? C'était sur l'autoroute A13, loin de la région parisienne, vraiment en pleine province, à 70 ou 80 km de Paris. Voilà, donc un endroit où a priori les gens n'ont pas à rester sur la voie médiane puisqu'on sait que ça se pratique un petit peu sur les axes urbains en Ile-de-France. Je crois que quel que soit l'endroit, de toute façon, on n'a pas à rouler sur la voie médiane si la voie de droite est libre. Et ce qu'on a pu constater sur cet observatoire, quand on parle de la voie centrale, par exemple, 36% des conducteurs utilisent cette voie de manière abusive alors qu'ils pourraient se rabattre sur la voie de droite. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Et ce constat, il est encore plus marqué le week-end et la nuit, puisque c'est un conducteur sur 2 qui utilise la voie centrale alors qu'il pourrait se rabattre sur la voie de droite. Alors vous avez pu également observer des problèmes sur les interdistances entre les véhicules ? Alors ce qu'on a observé sur les interdistances, c'est que 25% des conducteurs roulent trop près des véhicules qu'ils précèdent. Il faut rappeler la règle. La règle, c'est 2 secondes. Ces 2 secondes, on peut les matérialiser par les 2 bandes sur la voie qui séparent la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Donc il faut deux bandes par rapport au véhicule qui vous précède. Voilà, un repère de 2 bandes, effectivement. Ouais. Un repère très simple sur le réseau autoroutier. Donc on a constaté que 25% des véhicules roulaient trop près des véhicules qui le précèdent. Alors avec toutes les conséquences que ça peut avoir en cas de problème sur le véhicule devant, par exemple ce qu'on appelle les suraccidents, c'est un accident c'est 16% des accidents au niveau national mortels qui sont dus à des suraccidents. Problème également concernant l'usage du clignotant qui n'est pas forcément bien respecté.
Alors là, ce qu'on a constaté sur l'usage du clignotant, c'est qu'un tiers des conducteurs ne signalent pas leur manœuvre de dépassement, avec tout le danger que ça peut présenter aussi pour le véhicule qui vous suit. Et ce qu'on a constaté encore en plus, c'est que 60% des conducteurs n'utilisent pas le clignotant pour signaler leur manœuvre de rabattement. Donc c'est très très important quand même ça. Alors au total, l'observation a porté sur 160 000 véhicules, permettant aussi de vérifier que la vitesse moyenne des véhicules légers s'établit à 127 km/h, toutes voies confondues. Le chiffre est supérieur à celui qui est annoncé couramment par l'ASFA, c'est-à-dire aux alentours de 120 km/h. Oui, ce qu'on a constaté, c'est vrai que c'est un chiffre moyen de 127, même si ce chiffre il est en dessous de la limite réglementaire. En revanche, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que 37% des véhicules roulaient à plus de 130 km/h et 13% roulaient au-delà de 140 km/h. Ce qui fait que sur la durée de l'observation, ça fait quand même 21 000 véhicules qui étaient au-delà de 140 km/h. On parle bien sûr que de véhicules légers. D'accord. Alors, le saviez-vous, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, anciennement fonds de garantie automobile, est en charge de l'indemnisation de victimes dans le cadre d'un accident de la route en particulier, lorsque le coupable est inconnu ou non assuré par exemple. Alors, concernant le deuxième cas, celui de la non-assurance, François Werner, directeur général du fonds de garantie, précise qu'il n'est pas si marginal qu'on veut bien le croire. En France, entre 1 et 2% des véhicules roulent sans assurance. Alors, c'est peut-être très peu quand on raisonne en pourcentage, mais ça fait entre 330 000 et 700 000 véhicules à peu près qui roulent régulièrement sans assurance. Donc, on voit quand même l'ampleur du phénomène, peut-être pas suffisamment important pour qu'il y ait une prise de conscience lourde et qu'il y ait des mesures très fortes qui soient prises comme dans certains pays, comme ce qu'on a pu voir par exemple en Grande-Bretagne, mais suffisamment importante pour qu'on prenne des mesures de prévention et des mesures de conviction et d'éducation des conducteurs pour leur faire comprendre que c'est très important. Et l'année dernière, le fonds de garantie est intervenu sur un peu plus de 25 000 dossiers, dont 5 000 accidents corporels. On parle, Pascal Contremoulin, de la politique globale de SANEF en termes de sécurité routière. C'est important de maîtriser un petit peu tout ce qui se passe sur une autoroute. D'ailleurs, d'où l'intérêt d'une telle étude, de savoir comment se comportent les automobilistes et les routiers sur un réseau d'autoroutes. Monsieur, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à cette étude qu'on a faite, la première chose qu'on a fait actuellement, c'est qu'on communique sur le respect des interdistances. Et on a une campagne de communication qui a commencé il y a une dizaine de jours et qui va se poursuivre jusqu'à la fin novembre. Et là, un message tout simple, c'est respecter les distances. Et pour communiquer, on s'appuie bien sûr sur les constats de l'observatoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi, on communique beaucoup aussi sur le respect du travail de nos agents qui travaillent pour la sécurité au quotidien des conducteurs. Et dans le cadre de l'observatoire, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que 16% des poids lourds ne respectaient pas l'interdistance sur la voie de droite. Et là, c'est souvent un danger pour nos intervenants, puisque le premier véhicule, quand il y a une interdistance trop faible, masque l'intervenant, et là, le deuxième véhicule ne peut pas déboîter et vient percuter souvent nos véhicules ou nos agents qui interviennent. Il faut d'ailleurs souligner que ces chocs entre des véhicules et des véhicules d'intervention, notamment des véhicules de chantier, sont finalement nombreux. Bien sûr que ces chocs sont très nombreux et donc on milite beaucoup pour que l'ensemble des conducteurs prennent conscience que quand il y a un véhicule jaune d'arrêter sur la bande d'urgence, c'est qu'un agent peut traverser pour aller ramasser un objet justement pour éviter qu'il se passe un accident. Donc dès que vous voyez un véhicule jaune, quel qu'il soit, c'est qu'un agent va intervenir, donc levez le pied, redoubler de prudence. Et quels sont les outils mis à disposition pour la sécurité justement de ces intervenants? Alors il y a les véhicules dotés de flèches lumineuses de rabattement. Il y a également des inventions qui sont propres à SANEF, notamment un véhicule doté d'une lame pour ramasser les objets. Alors bien sûr, on a toute la signalisation réglementaire est très importante pour signaler nos véhicules et il y a la formation des agents pour qu'ils interviennent dans les meilleures conditions. Et puis actuellement, on va tester un véhicule avec une espèce de panier sur le devant du fourgon pour ramasser les objets sur la chaussée en circulation pour éviter que les agents interviennent justement sur la chaussée. Les avantages, c'est que l'agent n'a même plus besoin de descendre de son véhicule et à faible allure, certes, il ramasse l'objet qui se trouve sur les voies. Alors l'agent signalera l'objet par le biais de sa signalisation bien sûr en place sur son fourgon et continuera sur la route pour pouvoir ramasser l'objet qui est sur la chaussée en roulant.
Est-ce qu'au niveau des flèches lumineuses de rabattement, ces véhicules sont aussi appelés à progresser un petit peu sur le terrain? Alors, les flèches lumineuses de rabattement, c'est normalement le signal qui devrait être le mieux perçu par nos clients et par les conducteurs. En revanche, on s'aperçoit qu'elles sont souvent percutées parce que soit on veut déboîter au dernier moment, soit elles sont éventuellement masquées par des véhicules qui se suivent de trop près. Donc il faut faire attention à ces signaux qui peuvent intervenir sur la voie de gauche comme sur la voie de droite d'ailleurs. D'où l'importance de respecter les interdistances, notamment pour les poids lourds, car lorsqu'un camion déboîte derrière un de ces véhicules dotés d'une flèche lumineuse de rabattement, c'est très souvent le deuxième, voire le troisième qui, lui, n'a plus le temps pour déboîter. Oui, si le véhicule qui suit est trop près du véhicule qui précède, il ne voit pas la signalisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une flèche lumineuse ou un autre type de signalisation. Et là, il va percuter le signal qui est sur la chaussée. Merci Pascal Contremoulin. Merci. Plein phare sur les sociétés d'autoroute, ça continue dans 3 quarts d'heure. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur la fréquence 107.7 FM, sur le site internet de la radio, www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux, afin pourquoi pas de répondre à la question du jour. Vous sentez-vous plus en sécurité sur autoroute que sur le réseau secondaire? Enfin, à 16h, Jean-François Giraud, pour clôturer cette émission, évoquera les radios autoroutières avec le directeur général d'Autoroute Info, Jean-Paul Rollin.